Bonjour, je vais commencer par remercier et remercier la ville, pas la ville de Paris, hein, la ville en général. La ville existe parce que c'est un objet d'optimisation, rendre les choses plus accessibles pour les populations. Et donc la ville est moins émettrice, la ville dense est moins émettrice que la ville diffuse. Or, on a déjà un problème vis-à-vis de nos concitoyens. Ils rêvent de la maison de Blanche-Neige avec ses connards de nains en porcelaine, alors que c'est la ville dense qui est le lieu de l'optimisation. Donc on a une bataille culturelle sur la représentation de la ville, du logement, et c'est tout à fait essentiel. Je voudrais tout de même insister sur 2 points. Il nous faut diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 4 d'ici 2050. Est-ce que certains d'entre nous ont une idée de ce que c'est que diviser par 4 ? C'est considérable. Donc c'est une mutation qui va toucher à l'ensemble des fonctions. Le travail, le logement, l'alimentation, le transport, les énergies qu'on choisit. C'est énorme une division par 4. Donc c'est une mutation qui est à faire dans l'espace d'une génération, à 35 ans, et c'est considérable. Et pour élargir encore un peu plus le sujet, vu qu'il y a la COP de Paris, il faut penser monde. Et qu'est-ce que c'est la ville dans le monde ? C'est, par exemple, Bangalore, 600 000 habitants en 1947, 5 millions en 2001, et ils sont à 10,8 millions cette année. C'est les villes africaines qui vont doubler de population pour la grande majorité d'entre elles dans les 15 ans qui viennent. Comment on pense la ville au niveau mondial dans l'afflux, le mouvement urbain qui est en train de se faire. Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui nous concerne sur l'agglomération parisienne dans les mêmes proportions, mais est-ce que nos réponses qu'on a pour nous sont des réponses qui sont aussi articulées avec celles des autres ? Parce que, encore une fois, on a un défi urbain au niveau mondial qui est considérable. Alors, je crois qu'au point de départ, il faut revenir sur la définition de la ville. Est-ce que la ville, c'est des murs et on met des gens dedans ? Ou est-ce que c'est des relations sociales qu'on organise avec des services, avec effectivement des constructions ? Et c'était très intéressant de vous entendre, parce que, en fait, on peut lire ce que vous avez dit les uns et les autres sur ce critère-là. On a eu d'abord une discussion sur la mutabilité. Madame, vous nous avez expliqué la question de la mutabilité des logements, des constructions, et puis probablement aussi la question des infrastructures. On a eu la question du déjà là, qui pose la question aussi de cette mutabilité. Mais si on interroge cette mutabilité, en fait, c'est quelque chose qui s'adresse à la personne. C'est la mutabilité des acteurs pour réorganiser la ville dans l'échange. Ce n'est pas la construction qui fait la mutabilité, c'est la manière dont les gens qui sont dans la ville, qui sont dans les constructions, acceptent de réorganiser, de réallouer de l'espace, comme vous avez dit, par rapport, effectivement, le fait qu'on a à la fois une pénurie de logements et qu'en même temps, on a une sous-utilisation d'un certain nombre de logements qu'on pourrait décrire d'un point de vue économique comme étant de la destruction de capital. On détruit de la valeur. Bon. Ensuite, derrière, on a eu une autre discussion qui était un peu la même, qui était une discussion sur la transversalité. Et la transversalité que tout le monde espère, prendre l'ensemble, ne pas être dans une logique sectorielle et de regarder les choses d'une façon systémique, on s'aperçoit en fait que c'est quand même très très difficile. Il y a une perversion aussi dans le développement durable. Le développement durable, qui est un très bon concept, à tout complexifier, peut rendre les choses indécidables. Donc comment, si on veut prendre en compte la transversalité, comment on fait qu'on garantit la décidabilité ? Et là, on retombe sur les acteurs. On retombe sur la capacité des acteurs à négocier entre eux pour le fait qu'on organise en même temps les transports, les logements, les fonctions économiques. Et donc, vous voyez qu'on retombe sur la même discussion. Et en fait, vous avez fait derrière tout ça le procès, alors vous ne l'avez pas dit dans ces termes-là, mais le procès du zoning.
qu'a été la manière de penser la ville. Alors, il y a beaucoup d'architectes dans la salle, et je voudrais quand même, là-dessus, vous lancer quand même un petit peu une alerte. Vous êtes tellement amoureux des images, et notamment des images vues d'avion, que vous vous mettez dans une posture de pouvoir. D'ailleurs, les élus aussi aiment bien regarder les maquettes vues d'avion. Et on a eu, depuis la guerre, une dérive de représentation qui est celle d'une ville cubiste organisée avec des taches, avec des très très belles couleurs vives, et on est tombé, non pas amoureux de la ville, mais amoureux de l'image de la ville. Et donc on s'est retrouvé avec des villes, avec des zones, qui étaient dans des très belles couleurs franches, et on a complètement oublié la fonctionnalité de ces zones. Et donc, vous comprenez que dans la discussion qu'on a eue, on se pose la question du mixage. Alors, la mixage des fonctions, la mixité urbaine au niveau des populations, mais là, je voudrais vous dire, par rapport à vous, professionnels, qu'il faut que vous acceptiez que le mixage, c'est que vos images doivent passer au mixeur. Le mixeur, le robot ménager. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des couleurs franches, il faut qu'on ait du gris partout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait dans les lieux, alors ça renvoie à une image picturale qui est plutôt de l'ordre du pointillisme, que dans chaque territoire, dans chaque espace, il y ait du travail, il y ait du loisir, il y a de l'habitat, il y a de la nature, et que c'est cette ville pensée à l'intérieur de chaque territoire qu'on a en fait la fonctionnalité urbaine. Donc la fonctionnalité urbaine, c'est la satisfaction du citoyen et c'est la perte du pouvoir de l'image de l'architecte et de l'urbaniste. Vous voyez qu'on a là quelque chose d'un tout petit peu paradoxal. Or, aujourd'hui, quand on regarde la manière dont on décrit la ville, on a perdu les gens. Ce sont les professionnels de la ville qui parlent entre eux. Mais ils parlent, encore une fois, dans cette vue générale de la ville, qui n'est pas la ville vécue par les gens. Et donc, je voudrais vous attirer à un changement profond de regard. Qu'est-ce que nous dit d'ailleurs la nature là-dessus? C'est qu'on a compris on a eu beaucoup de mal à le comprendre, cette notion de biodiversité, qui est un paradoxe. Plus il y a de diversité d'espèces, de relations à l'intérieur d'un écosystème, plus les acteurs, plus les organismes sont différents, plus le système est adaptatif. Donc c'est la diversité qui fait l'adaptation et non l'uniformité. Et donc là, on a à repenser complètement la manière dont on pense les choses. Et donc j'ai eu à faire pour la région Île-de-France un petit exercice qui voulait faire, comme tous les États, sa contribution donc aux Nations Unies pour la COP. Et donc j'ai proposé de faire un texte en 2 dimensions, une présentation assez classique de la région Île-de-France, et puis une deuxième présentation, qui est une présentation en caméra subjective. J'essaye de faire raconter par des personnages comment ils vivent la région dans le futur. Quelles sont les mutations de leur mode de vie? Et je crois que le changement que l'on a à faire, c'est à côté de nos pratiques architecturales, urbanistiques et politiques, réinventer ce qui nous manque aujourd'hui et qui fait la difficulté de la démocratie aujourd'hui, c'est le récit de vie. Comment quelqu'un qui va vivre tout ce siècle, un père et une mère qui ont un enfant de 10 ans, va lui raconter comment sa ville, comment sa vie va changer, il vivra jusqu'en 2100. Et donc vous voyez qu'on a un vrai problème aujourd'hui. On a des images complexes, très techniques, et on n'a pas de récit du futur. De récit du futur pour toute la société et encore moins pour la personne. Et donc il faut qu'on revienne à remettre la personne au centre. Donc il ne faut plus qu'on regarde la ville vue d'avion, il faut qu'on la regarde avec les rampants, qu'on regarde avec les gens. Quelles sont les fonctions? De quoi ils ont besoin? Combien d'heures, de minutes ils passent pour ces fonctions? Est-ce que ces fonctions sont accessibles? Est-ce qu'elles sont accessibles à toutes les catégories sociales, à toutes les catégories d'âge, à toutes les catégories de mobilité? Donc il faut qu'on réinvente la personne comme centre de la ville.
Il faut qu'on la regarde d'en bas et qu'on la regarde dans cette mixité des fonctions. Et donc, vous voyez qu'on a là quelque chose qui est très, très important au niveau donc du vécu individuel, et ça renvoie, là, pour le coup, à ce que disait M. Mansat tout à l'heure en début, qui est la question de la démocratie. Parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est l'application de ce principe de la biodiversité dans la société humaine. C'est comment les points de vue des gens, leurs pratiques, leurs comportements, les choix qu'ils font, mis bout à bout, font société. Et la société arrive à fonctionner parce qu'il y a une diversité des attentes individuelles. Et donc, vous voyez qu'il faut remettre la question de la démocratie et la question de la personne au centre de la ville, et que finalement, la démocratie, c'est le principe de la biodiversité appliqué aux sociétés humaines. Et donc, il faut qu'on a... Alors, ça repose, que vous avez dit, madame, la question de la mutabilité, mais vous voyez, ça la pose d'une façon active et d'une façon positive. Je voudrais, pour terminer, vous donner quelques petits critères de succès de la COP de Paris. Parce qu'on est exactement dans la même difficulté. Vous avez plein de gens qui disent le changement climatique, c'est très grave, c'est urgent, il faut agir, il faut qu'on s'y mette tous, il faut qu'on ait des solutions techniques. Et vous demandez aux gens qu'est-ce qui va se passer à Paris. Alors là, vous avez des positions, des avis sur ce qui va se passer qui sont très, très différents. Et donc, en fait, ce qui est en train de se faire, c'est la mise de l'humanité tout entière en marche. On n'a jamais eu à négocier avec les 195 pays de la planète quelque chose qui ne soit pas seulement des principes, qui soit des actions et des programmes et des décisions. Et là, donc, les pays devaient donner leur stratégie pour 2030. Bon, on en a recueilli 160 sur 195 pays. Manque des petits pays, des pays en guerre, et puis quelques grands pays pétroliers qui rechignent à donner leur copie. Bon, j'espère l'avoir d'ici les 3 semaines qui restent. Et en tout cas, c'est ça qui est essentiel. Et si vous avez, mettons, 150 pays qui disent, finalement, on a la même lecture du futur. Il faut qu'on soit économe en énergie. Il faut qu'on adapte notre agriculture au changement climatique et nos villes au changement climatique. Il faut qu'on ait le développement des énergies renouvelables. Il faut qu'on ait des modes de transport qui se dégagent du pétrole. Il faut qu'on ait des moyens de produire l'électricité qui soient plus propres. Si tous les pays font ça, ben comment ça s'appelle? Ça s'appelle un projet de développement pour l'ensemble de l'humanité. Jusqu'ici, on n'a jamais eu dans l'histoire une réflexion commune de tous les pays sur un projet de développement. On ne l'a pas fait après la guerre, on ne l'a pas fait à la décolonisation. La question du changement climatique, qui fait qu'on a, quelque part, on a un ennemi commun, eh bien, on est obligé, nord et sud de la planète, à essayer d'inventer un développement au profit de tous. Et si on fait ça, bah écoutez, ça s'appelle une relance économique mondiale, parce qu'on va changer complètement de technologie. Il va falloir qu'on sorte des combustibles fossiles, toutes les mutations que vous avez exprimées. Et donc vous avez là quelque chose d'extrêmement important, et encore une fois, je voudrais insister, la manière qui va déterminer tout ça, et le jugement qu'on va pouvoir poser là-dessus, c'est est-ce qu'on est capable de dire ça à un enfant de 10 ans? Si on n'est pas capable d'expliquer ça à un enfant de 10 ans, comment sa vie va changer? Et quelles sont les choses qui vont venir dans sa vie? Eh bien, tous nos travaux techniques sont nuls. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et donc, il faut reparler à la personne. Et le grand changement politique dont on a besoin aujourd'hui, c'est de reparler à la personne.